Le terme Wraith occupe une place unique dans l'imaginaire surnaturel moderne, souvent mal traduit ou confondu avec le mot spectre ou fantôme. Sa véritable signification, tout comme ses origines historiques, est entourée de mystères. Est-ce que ce sont des esprits errants qui annoncent la mort, des silhouettes spectrales qui hantent les vivants, ou des créatures d'ombre créées par la magie noire? Aujourd'hui, quand on vous parle de Wraith, vous pensez probablement tout de suite aux Nazgûl de Tolkien, ces créatures maudites qui ont sombré dans un état spectral et sont devenus des serviteurs de l'anneau unique. Ces sinistres cavaliers en robe noire dans Le Seigneur des Anneaux ont popularisé l'image du Wraith dans la culture contemporaine moderne. Mais ces créatures étaient à la base des figures bien plus anciennes, issues du folklore écossais et des légendes médiévales. Alors, aujourd'hui, on va tenter de retracer leur histoire pour mieux comprendre leur évolution depuis leurs origines dans le folklore écossais du XVIe siècle jusqu'à leur réinterprétation moderne dans la culture populaire. Le mot Wraith émerge d'abord au début du XVIe siècle en Écosse, notamment dans la traduction écossaise de l'Énéide de Virgile par Gavin Douglas en 1513. Évêque et poète, Douglas utilise ce mot pour décrire des apparitions spectrales situées à la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Contrairement aux fantômes français ou aux poltergeists allemands, qui désignent généralement des âmes défuntes revenant d'outre-tombe pour hanter un endroit spécifique ou une personne, le Wraith incarne une dualité plus ambiguë, parce qu'il peut aussi représenter le double spectral d'un vivant, une sorte de présage de sa mort imminente, ce qui fait de ces créatures des esprits maléfiques liés à un trauma non résolu. La folkloriste écossaise Margaret Bennett souligne que ces récits étaient courants dans les Highlands, des régions montagneuses où règne la pluie et où les brumes et paysages isolés brouillaient les frontières entre notre monde et celui des morts. Pour elle, il ne fait aucun doute que ces esprits maléfiques trouvent leurs origines dans les ruines des châteaux abandonnés et des cairns ancestraux de ces régions. Pour ce qui est de l'origine du nom Wraith lui-même, eh bien aujourd'hui encore, il reste obscur et débattu. Certains universitaires le relient au vieux norrois Vordr, qui signifie gardien ou esprit protecteur, tandis que d'autres le rapprochent du verbe anglais writhe, signifiant se tordre, évoquant peut-être la souffrance et l'agonie d'une âme en peine. Mais ce ne sont que des hypothèses et on n'aura probablement jamais la vraie signification de ce nom. À la fin du Moyen-Âge, les Wraiths s'entremêlent progressivement aux angoisses européennes sur les revenants, ces morts-vivants censés sortir de leur tombe en plein cœur de la nuit pour tourmenter les vivants. Il faut dire qu'à une certaine période, à cette époque, la peur des morts qui refusent de reposer en paix avait peu à peu gagné en popularité, surtout chez les gens superstitieux et notamment en raison des récits de peste et d'inhumations précipitées. Des vestiges archéologiques retrouvés en Europe centrale, comme les sépultures avec des pierres placées sur le corps ou des pieux enfoncés dans le cœur, laissent supposer que l'idée d'empêcher les morts de revenir hantait réellement l'imaginaire collectif. Et c'est pourquoi de nombreuses sources documentent cette crainte des revenants. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur les zombies, mais il existe vraiment plusieurs cas de pratiques anti-revenants documentés dans l'histoire. Par exemple, les sagas islandaises font référence à des revenants connus sous le nom de Draugr, des cadavres de guerriers vikings revenant à la vie pour garder leur sépulture et leurs trésors. Et en France, le théologien Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris, documente dans son traité la peur populaire grandissante envers les morts ressuscités en Bourgogne et en Champagne. Mais l'un des récits les plus célèbres de revenants médiévaux provient des chroniques du moine et historien anglais Guillaume de Newburgh. Il rapporte qu'au XIIe siècle, dans le village de Berwick, à la frontière anglo-écossaise, un homme au cœur mauvais meurt et son cadavre réapparaît un peu plus tard, errant en pleine nuit avec des chiens hurlant à ses côtés. Peu de temps après, les villageois ayant croisé son regard tombent malades les uns après les autres et succombent à la folie. Pour Guillaume de Newburgh, cela prouve que certains pécheurs sont ressuscités par des forces maléfiques pour tourmenter les vivants. Mais alors, quel est le lien avec les Wraiths ? Eh bien, contrairement aux revenants, souvent liés à des événements précis comme une sépulture profanée ou un meurtre non vengé, ces créatures incarnaient une terreur bien plus existentielle. Leur essence même symbolisait l'incapacité de l'âme à transitionner paisiblement, qu'elle soit piégée par le péché, la sorcellerie ou un déséquilibre entre les mondes. En d'autres termes, si les revenants étaient des punitions, les Wraiths étaient des malédictions, et c'est cette nuance qui les rendait si effrayants.
Cette distinction entre revenants et wraiths n'est pas qu'une question de folklore, elle révèle une vraie peur de l'âme. Les registres ecclésiastiques écossais de 1587, par exemple, décrivent ces esprits comme des formes ombrageuses traquant les pécheurs. En gros, cela faisait d'eux des manifestations de culpabilité divine. Mais ce qui frappe le plus, c'est bien évidemment leur apparence. Contrairement aux spectres ordinaires ou aux fantômes classiques, les wraiths dégagent une aura bien plus sinistre et oppressante. Bon, c'est vrai que leur description physique varie souvent selon les récits et les traditions, mais il y a un détail macabre qui revient sans cesse. Des silhouettes émaciées, drapées de haillons noirs et déchirées, un peu comme les linceuls qui recouvrent les cadavres. Quant à leur visage, eh bien il est rarement visible, souvent dissimulé sous une capuche sombre ou complètement absent, remplacé plutôt par un vide sombre et inquiétant, où l'on croit parfois apercevoir deux lueurs pâles et malveillantes. Certaines légendes racontent même que ceux qui croisent leur regard sont saisis d'un froid glacial qui les paralyse complètement. D'autres descriptions ajoutent une touche plus terrifiante encore, des ombres encapuchonnées aux yeux brillants comme des braises, capables de manipuler les cauchemars des vivants. Un récit de 1621, retrouvé à Aberdeen, en Écosse, évoque même un fermier hanté par une telle créature. Après avoir volé des terres sacrées, le fermier avait été tourmenté nuit après nuit par ce qu'il décrit comme une ombre à capuche qui lui soufflait des visions de champs brûlés et de famine. Très vite, l'homme avait fini complètement fou, rongé par la fièvre et l'insomnie. L'anthropologue Paul Barber interprète l'apparence du wraith comme une métaphore de la décomposition corporelle. Les haillons déchirés qui recouvrent ces créatures évoquent la chair putréfiée et leur absence des traits physiques symbolise l'angoisse du néant. On est souvent beaucoup plus effrayé parce que l'on n'en voit pas directement, parce que notre imagination prend alors le dessus et nous fait voir nos pires cauchemars. Avec le temps, les wraiths ont évolué petit à petit dans la culture populaire avant d'enfin atterrir entre les doigts de John Ronald Reuel Tolkien, qui a repris toutes ces légendes et qui les a réinventées à sa façon dans son œuvre. Les Nazgûl du Seigneur des Anneaux incarnent une forme moderne de ces esprits maléfiques, des âmes damnées, corrompues par leur désir de pouvoir. Tout comme les wraiths des légendes écossaises, ils sont eux aussi insaisissables et enveloppés de haillons noirs qui recouvrent tout leur corps. Philologue de formation, Tolkien s'inspire directement des légendes nordiques et celtiques pour façonner non seulement les Nazgûl, mais aussi la grande majorité du bestiaire et du monde de la Terre du Milieu. Dans une lettre de 1956, Tolkien précise que les Nazgûl ne sont pas des morts vivants, à proprement parler, mais des êtres estompés dans le crépuscule de leur propre malice. Ce qui veut tout simplement dire que leur existence n'est plus tout à fait physique ni totalement immatérielle. Ils sont prisonniers d'un entre-deux spectral et ne possèdent plus d'identité propre à eux. Aujourd'hui, les wraiths persistent dans la culture populaire moderne à travers une panoplie de formes. Dans la littérature, les écrivains spécialisés en fantastique ou en horreur gothique utilisent souvent les wraiths pour incarner des peurs existentielles. C'est le cas, par exemple, de romans comme la trilogie de Bartimeus de Jonathan Stroud ou encore The Witcher d'Andrzej Sapkowski. Dans les jeux vidéo, ils sont omniprésents, offrant une menace fantomatique idéale pour défier les joueurs. On peut citer par exemple World of Warcraft, Elden Ring ou encore la série The Elder Scrolls qui offrent chacun une réinterprétation unique de ces esprits vengeurs, oscillant entre malédiction, gardiens d'anciens secrets ou manifestations de forces obscures. Enfin, les jeux de rôle comme Donjons et Dragons en ont aussi fait des incontournables, non seulement pour leur côté imprévisible, mais aussi pour leur capacité à incarner des peurs profondes liées à l'au-delà. D'ailleurs, je suis certain que vous connaissez plusieurs autres références aux wraiths dans la culture populaire, que ce soit en littérature, au cinéma ou même dans la musique. Alors je vous invite à partager avec nous vos exemples préférés en commentaire. Le médiéviste Jeffrey Jerome Cohen explique que les wraiths incarnent l'abject, c'est-à-dire les peurs les plus profondes de la mort, de la trahison et de l'ambiguïté morale. Contrairement aux vampires ou zombies, ils n'ont pas vraiment de faiblesse claire, ce qui en fait des créatures idéales pour explorer l'angoisse pure dans la culture populaire. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Depuis leur apparition dans les légendes européennes au Moyen-Âge, ces spectres vengeurs ont évolué et se sont transformés à travers les siècles, devenant des figures incontournables de la culture populaire. Bref, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui sur les wraiths. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire de ces créatures emblématiques des temps modernes, et je vous invite à laisser un commentaire, à partager la vidéo,
et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour encore plus de contenu similaire. Merci encore tout le monde, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.